Dans l'ombre des malédictions et des illusions, même la fin d'un sorcier ne garantit pas la paix, car les ténèbres, une fois éveillées, ne s'éteignent jamais complètement. Proverbe africain. Après la cérémonie de Kadi, où Azonzo Likili, le redoutable sorcier de Kotoyama, a été humilié devant toute la communauté, la colère bouillonne en lui. Il n'a jamais ressenti une telle rage. D'un coup, il a perdu toute sa puissance, tout son respect et toute sa place au sein du village. Ce n'est pas simplement la perte de son pouvoir magique qui le tourmente, mais l'humiliation publique d'avoir été contraint de boire la potion sacrée et de vomir son crabe magique. Ce geste, ce sacrifice involontaire de son pouvoir, est une marque de honte qu'il ne pourra jamais effacer. Azonzo, dans sa colère, jure que cette humiliation ne restera pas impunie. Le chef Masashi Yema, en organisant la cérémonie, a cru que la vérité serait révélée, qu'une fois le sorcier démasqué, la paix reviendrait. Mais il a sous-estimé le danger d'Azonzo. La cerise sur le gâteau, c'est la confession publique du sorcier, qui, avant de vomir son crabe, a révélé les malédictions qu'il avait jetées sur le village. Il savait que cette humiliation marquerait le début de sa quête de vengeance. Le sorcier ne veut pas mourir dans l'oubli. Il ne va pas accepter de perdre son pouvoir sans riposter. Azonzo a juré qu'il allait se venger de chaque homme et femme qu'il a accusé et l'a contraint à cette humiliation publique. Il se retire dans l'ombre de la forêt, loin des regards du village, où il se met à méditer sur sa revanche. Dans cette solitude, il se nourrit de sa haine, de sa rage, et de sa volonté farouche de retrouver sa gloire perdue. Chaque nuit, Azonzo passe des heures à répéter les incantations de son passé, des formules anciennes qu'il a apprises au fil des années, des secrets que les villageois ignorent. Il se rappelle les moments où il contrôlait les éléments, où il lançait des malédictions et provoquait des accidents pour faire régner la peur. Il ressent le poids de ses pouvoirs qui, bien qu'affaiblis, restent encore en lui. Son crabe, son vampire, qu'il a vomi lors de la cérémonie, n'est pas totalement perdu. Il sait qu'il peut le récupérer. C'est ce crabe, symbole de sa force, qu'il doit retrouver pour raviver sa magie. Dans ses rêves, Azonzo voit des images de destruction, des visions de malédiction qu'il pourrait lancer sur les notables, sur Masashi Yema, sur ceux qui l'ont accusé et l'ont mis à l'écart. Ses pensées sont obscures, comme les ténèbres qui recouvrent la forêt autour de lui. Il se prépare, lentement mais sûrement, à faire face à ses anciens alliés, pour les anéantir. Chaque souffle de vent dans la forêt semble nourrir sa rage, chaque créature qui frémit sous la lumière de la lune lui rappelle qu'il n'est jamais vraiment seul. Il attend patiemment, pour le moment parfait. Azonzo se souvient des rituels d'antan, des sacrifices qu'il a faits pour obtenir ses pouvoirs, et de la douleur qu'il a infligée à ceux qui se sont opposés à lui. La vengeance sera douce, mais elle nécessitera patience. Le sorcier décide d'abord de se concentrer sur les plus faibles. Il doit semer la terreur, en frappant au cœur du village de Kotoyama, là où il avait autrefois été craint. Il se souvient des visages des villageois, les mêmes qu'il avait vus se soumettre à la potion, qu'il avait vus trembler de peur lorsqu'il a vomi son crabe. Ces visages sont désormais gravés dans son esprit comme des cibles. En attendant, Azonzo commence à préparer ses sorts. Il se concentre sur la malédiction du crabe, cette créature magique qu'il a longtemps utilisée pour répandre la maladie et les malheurs. La vengeance sera lente, mais elle sera implacable. Il sait que pour gagner de nouveau la confiance des ténèbres, il doit frapper là où cela fera le plus de mal. Le village doit souffrir avant de comprendre la portée de ce qu'ils ont fait. Et dans l'ombre, à la lueur de la lune, Azonzo murmure les premières paroles de son incantation de vengeance, prêt à reprendre le contrôle du village. La soif de vengeance d'Azonzo Likili s'intensifie chaque jour. Après avoir médité dans les profondeurs de la forêt, à l'abri des regards, il a décidé qu'il était temps de frapper. Il sait que la vengeance ne doit pas être précipitée, mais elle doit être calculée, implacable. Son premier objectif est d'atteindre Djongas, un des notables du village,
un homme respecté, mais aussi l'un des principaux responsables de l'humiliation qu'il a subie. Djongas, avec son air imbu de lui-même et ses discours pleins de moralité, incarne parfaitement l'arrogance des villageois qui l'ont accusé à tort de sorcellerie. Azonzo se cache dans l'ombre, loin du village, mais ses yeux sont partout. Il observe Djongas au quotidien, attendant le bon moment. Le notable est un homme âgé, mais plein d'assurance. Il se déplace souvent avec sa vieille camionnette, qu'il a conservée malgré son état de délabrement avancé, convaincu qu'il n'y a rien à craindre dans ce monde. Il traverse les forêts, visite des villages voisins, parfois seul, parfois accompagné de quelques amis. Ce comportement fait de lui une cible facile. Un soir, alors que le soleil disparaît lentement derrière les collines et que l'obscurité commence à envelopper le village de Kotoyama, Azonzo se prépare pour son attaque. Il n'a besoin de personne pour accomplir son dessein, car il connaît la magie noire mieux que personne. D'un geste furtif, il attrape une petite fiole contenant une poudre magique qu'il a préparée, un mélange rare d'herbes et d'essences qu'il a collecté au cours de ses années d'études. Ce mélange, lorsqu'il est soufflé dans l'air, provoque un effet semblable à un gaz lacrymogène, mais bien plus puissant, une sensation de suffocation, des yeux qui brûlent, des hallucinations, et une perte totale du contrôle. Le plus grand danger, cependant, est que celui qui respire ce gaz ne peut plus voir correctement et devient une proie facile pour un accident. Azonzo se place dans la lisière de la route forestière, derrière les arbres, attendant que Djongas passe. Le notable, dans sa vieille camionnette, traverse le chemin, les fenêtres légèrement ouvertes pour profiter de l'air frais du soir. Le moment est venu. Azonzo souffle délicatement la poudre magique en direction du véhicule, et en quelques secondes, les fenêtres de la camionnette se remplissent de la brume étrange et suffocante. Le notable, pris au piège, commence à tousser et à se frotter les yeux, mais cela ne fait qu'empirer les choses. Il ne voit plus rien. Les mains tremblantes, Djongas essaie désespérément de contrôler son véhicule, mais la poudre a déjà fait son travail. Il est aveuglé, perdu dans une confusion totale. Les roues crissent sur la route poussiéreuse, la camionnette s'écrase contre un arbre, avant de s'arrêter brutalement. Le silence tombe. Azonzo observe tout cela à distance, un sourire cruel étirant ses lèvres. Il sait qu'il a frappé fort, mais il n'en a pas terminé. Le notable est désormais une victime de sa sorcellerie, et tout le village le saura bientôt. Djongas, qui autrefois se croyait à l'abri de tout danger, est désormais pris au piège dans sa propre arrogance. Cependant, ce n'est pas encore assez pour Azonzo. Il ne veut pas simplement que Djongas souffre. Il veut que son agonie soit un message pour les autres villageois. Il veut qu'il réalise qu'il est toujours là, que son pouvoir n'est pas disparu, et qu'il n'oubliera jamais l'humiliation qu'on lui a infligée. À travers ses pouvoirs, il fait en sorte que la voiture de Djongas prenne feu. Les flammes s'élèvent lentement, dévorant la vieille camionnette, consumant tout sur son passage. La scène est macabre, mais Azonzo, resté à l'écart, savoure chaque instant. Le feu se propage rapidement, et bien que Djongas ait réussi à sortir de son véhicule avant que l'explosion n'ait lieu, il est gravement blessé. Il est un homme brisé, incapable de comprendre ce qui vient de lui arriver. Il titube, les yeux toujours douloureux et rougis par la poudre magique, avant de tomber sur le sol, épuisé. La nouvelle de l'accident de Djongas se répand vite dans le village. Les villageois, bien qu'inquiets, n'ont pas encore réalisé que cet accident n'était pas un simple hasard. Ils pensent que c'est une malchance, que Djongas a eu un coup de chance en échappant à la mort. Mais Azonzo sait qu'il a réussi sa première étape. Il a semé le doute. Il a fait de Djongas une victime. Le message est clair, personne n'est à l'abri de sa vengeance. Dans l'ombre, Azonzo rit silencieusement. Cette vengeance ne fait que commencer. Le village n'a encore rien vu. Mais chaque victime qu'il frappe doit servir à affaiblir davantage la résistance du village, à faire comprendre que sa colère est loin d'être terminée.
Azonzo ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas fait payer chaque personne impliquée dans sa chute. Ce n'est que le début. Les jours suivant l'accident de Djongas, une atmosphère étrange envahit le village de Kotoyama. Si les habitants avaient d'abord cru à une malchance, une simple coïncidence, les rumeurs commencent à se répandre. Des murmures silencieux, des regards inquiets échangés dans les ruelles, une sensation palpable de malaise s'installe parmi les villageois. Certains parlent de malédiction ancienne, d'autres chuchotent que la sorcellerie n'a pas été éradiquée, que le pouvoir d'Azonzo Likili est toujours vivant et qu'il a été trop tôt pour croire que tout était résolu après la cérémonie de Kadi. Le village, d'habitude si paisible et dévoué à son mode de vie simple, est désormais en proie à une peur irrationnelle. La disparition de l'arrogance des notables comme Djongas et la violence de l'accident enflamment les imaginations. La peur s'infiltre comme une maladie invisible, et chaque événement quotidien devient un nouveau sujet de spéculation. Qui sera le prochain à subir la colère d'Azonzo? Où frappera-t-il ensuite? Chaque bruit étrange dans la nuit, chaque feuille qui tombe, devient une alerte. L'angoisse est présente dans chaque coin du village. Les plus âgés, ceux qui connaissent les histoires anciennes de sorcellerie et de malédiction, commencent à craindre le pire. Ils se souviennent des rituels oubliés, des esprits anciens qui se réveillent au moindre trouble, des sorciers puissants qui ont autrefois régné sur ces terres. Azonzo n'est pas mort, murmure-t-il, il est toujours là, dans l'ombre. Certains vont même jusqu'à insister que l'esprit d'Azonzo, comme un fantôme vengeur, rôde encore autour du village, attendant son heure pour frapper à nouveau. Les notables se réunissent en secret, mais leurs discussions sont vaines. Ils savent que les accusations de sorcellerie lancées contre Azonzo étaient fondées, et maintenant, face aux événements, ils se rendent compte qu'ils ont sous-estimé la puissance de la magie noire. La peur de la sorcellerie les ronge, et pourtant, ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Le magicien qui avait aidé à chasser Azonzo semble lointain, une solution trop complexe et risquée à envisager à nouveau. Chaque membre du conseil semble terrifié à l'idée de reprendre contact avec lui, de peur d'attirer encore plus la colère de l'homme qu'ils ont rejeté. Dans les rues du village, les rumeurs vont bon train. Certains disent avoir vu des ombres se mouvoir dans les forêts environnantes, d'autres prétendent avoir entendu des bruits étranges la nuit, des cris presque humains, suivis de silences angoissants. Des enfants racontent des histoires effrayantes, des contes de sorcellerie que leurs parents leur avaient toujours déconseillé de croire. Ces histoires, jadis considérées comme des légendes, prennent un tour plus inquiétant avec les événements récents. Au centre du village, là où les chemins se croisent et où les gens se rassemblent pour discuter des nouvelles, une autre scène se prépare. Un groupe d'hommes, sous la direction de l'un des notables encore en vie, commence à organiser une nouvelle réunion pour comprendre ce qui se passe. Mais même au sein de ce groupe, des regards furtifs et des frissons d'anxiété marquent le ton des échanges. Personne ne semble pouvoir poser les mots justes. L'ironie se joue à chaque instant. Ces mêmes notables qui avaient jugé Azonzo, les mêmes qui avaient orchestré la cérémonie de Kadi, sont désormais pris au piège de leur propre peur. Certains villageois se rassemblent en petits groupes la nuit, chuchotant des prières, brûlant des herbes, espérant repousser toute forme de malédiction. Ils pensent que l'odeur de la fumée sacrée peut les protéger, que le son des incantations prononcées à voix basse peut échapper à l'oreille maléfique d'Azonzo. Mais ces prières sont pleines de doutes. Chaque crépitement du feu dans leur foyer, chaque souffle du vent nocturne, semble plus menaçant que rassurant. Un soir, un groupe de jeunes hommes décide de se rendre dans la forêt pour rechercher des indices sur les actions d'Azonzo. Ils sont jeunes et pleins d'espoir, croyant encore en la possibilité de sauver le village. Mais la forêt est dense, presque vivante, et chaque pas dans l'obscurité les rapproche de la vérité qu'ils cherchent, mais aussi du danger qu'ils redoutent. La lune, haute dans le ciel, éclaire à peine leur chemin, et les bruits de la forêt semblent se rapprocher à chaque instant. Bientôt, un silence étrange s'installe autour d'eux. Leurs cœurs battent plus fort, leur respiration devient plus rapide, alors qu'ils réalisent qu'ils ne sont peut-être pas seuls.
De retour au village, l'angoisse atteint son apogée. Le chef Masashi Yema, toujours sous le choc des événements, commence à comprendre que la situation est bien plus grave qu'il ne l'avait imaginé. La cérémonie de Kadi n'a pas fait disparaître la menace. Elle a peut-être même exacerbé la peur, car désormais, tout le monde craint que le sorcier ne revienne pour finir ce qu'il a commencé. Les villageois se mettent à se protéger chacun à leur manière, certains posent des amulettes aux portes de leur maison, d'autres ferment leurs fenêtres la nuit, et quelques-uns, dans un ultime acte de désespoir, décident de quitter Kotoyama, espérant que l'éloignement les protégera. Mais l'ombre d'Azonzo les suit, invisible et omniprésente, dans chaque coin du village. Alors que l'angoisse continue de s'intensifier au sein du village de Kotoyama, Azonzo Likili, bien que retiré dans l'ombre, connaît le moment précis pour agir à nouveau. Après avoir semé la terreur et la confusion avec l'accident de Djongas, il sait qu'il doit récupérer son pouvoir perdu pour aller plus loin dans sa vengeance. Le crabe magique, le « vampire », qu'il a vomi lors de la cérémonie de Kadi, est la clé de sa force. Sans lui, ses pouvoirs restent partiellement endormis, et il ne pourra pas accomplir de nouvelles malédictions aussi puissantes. Il est impératif qu'il retrouve ce crabe pour pouvoir poursuivre sa vendetta et anéantir ceux qui l'ont humilié. Azonzo se dirige alors vers Molosol, un notable du village, connu pour son avarice et son désir de pouvoir. Molosol, un homme calculateur et opportuniste, avait été l'un des premiers à accuser Azonzo lors de la cérémonie de Kadi, bien qu'il n'ait jamais été totalement sûr de la véracité des accusations. Toutefois, l'idée de manipuler un sorcier à son avantage était trop séduisante pour résister. Quand Azonzo entre en contact avec lui, il sait que Molosol est sa cible idéale pour récupérer le crabe magique. Un soir, dans la pénombre de sa maison isolée, Molosol reçoit une visite inattendue. Il ouvre la porte de sa case, se préparant à accueillir un visiteur quelconque. Mais, en voyant la silhouette d'Azonzo s'avancer dans l'obscurité, il se fige. Le sorcier, debout dans la lumière faible de la lune, le regarde d'un regard perçant. Il sait que Molosol, dans sa quête de pouvoir et de richesse, est un homme qui ne reculera pas devant la promesse de nouveaux gains. Azonzo, tout en maîtrisant parfaitement son jeu de manipulation, entre dans la case sans attendre. Molosol, commence Azonzo, d'une voix calme mais autoritaire, « Je sais que tu as ce que je cherche. Tu as le crabe magique, mon vampire. Je veux qu'il me soit rendu. » Molosol, qui avait déjà commencé à accumuler de petites quantités d'argent et de pouvoir grâce à ses manœuvres, fronce les sourcils. Il a bien compris ce que le crabe représente, c'est un artefact magique, une source de pouvoir capable de semer la destruction à grande échelle. Molosol, bien que craintif, ne veut pas montrer sa faiblesse. Il se redresse, essayant de masquer son inquiétude derrière un sourire. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » répond-il d'un ton délibérément calme, « je ne possède rien qui t'appartienne. » Azonzo sourit, un sourire qui ne porte aucun réconfort. « Ne sois pas naïf, Molosol. Tu sais très bien ce que je veux. Ce crabe, il est dans ton sac, n'est-ce pas? Tu sais très bien que sans lui, je ne pourrai pas réaliser ma vengeance, et je sais que tu ne refuseras pas de me le rendre. Il est le moyen de m'assurer que mes pouvoirs reviennent dans leur pleine mesure. Ne crois pas que tu pourras me tromper. » À ce moment-là, Molosol, bien que pris de court, commence à peser ses options. D'un côté, il craint Azonzo et ce qu'il pourrait lui arriver s'il refuse. D'un autre, il sait que le crabe est l'objet magique qui peut non seulement sauver Azonzo, mais aussi lui permettre de retrouver sa force. Il sait que la sorcellerie de ce crabe pourrait le rendre invincible, et il a toujours voulu goûter à ce pouvoir. Le pouvoir d'un sorcier est une tentation qu'il ne peut ignorer. Après un moment de silence, Molosol décide de céder. « Très bien, dit-il enfin, je vais te rendre ce que tu cherches. Mais en échange, il y a quelque chose que je veux. Je veux une part de ton pouvoir, Azonzo. Si tu veux ce crabe, il te faudra me donner ce que je demande. »
Azonzo rit doucement, un rire froid et menaçant. Tu veux une part de mon pouvoir? Il se rapproche lentement de Molosol, ses yeux brillants d'un éclat malveillant. Tu n'as pas idée de ce que tu demandes. Mais soit, tu recevras ce que tu veux, dans la mesure où tu m'as aidé. Je te rends ton dû, Molosol. Sans plus attendre, Azonzo se penche, et, d'un geste rapide, il prend un petit sac en cuir que Molosol avait posé sur une étagère. Ce sac contient le crabe magique, un crabe grisâtre et hideux, une créature surnaturelle capable de conférer à son porteur des pouvoirs inimaginables. Azonzo ouvre le sac, attrape l'animal avec une rapidité déconcertante et le pose dans sa main. Le crabe semble réagir immédiatement à sa présence, bougeant légèrement, ses pinces agitant l'air avec une étrange énergie. Azonzo sent la magie se réveiller en lui, une sensation agréable de puissance retrouvée. Tu as ce que tu voulais, Molosol, dit Azonzo en souriant. Tu as obtenu ton pouvoir, mais sois averti. La sorcellerie n'est pas un jeu. Elle est imprévisible, et si tu crois pouvoir me manipuler, tu te fourvoies. Si tu ne respectes pas nos accords, je serai là pour te rappeler qui détient vraiment la puissance. Molosol, bien que tremblant intérieurement, essaie de maintenir une façade de confiance. Je ne chercherai pas à te trahir, Azonzo. Mais tu as bien compris que si tu souhaites continuer à bénéficier de ma loyauté, tu dois aussi être généreux avec moi. Azonzo regarde Molosol d'un air perçant, puis, d'un geste dédaigneux, il tourne les talons. Rappelle-toi, Molosol, ce n'est pas toi qui détiens la vraie magie ici. C'est moi. Et lorsque je reviendrai chercher ce que tu m'as promis, tu feras exactement ce que je te dirai. Avec cette menace en l'air, Azonzo quitte la maison de Molosol, emportant son crabe magique. Alors que l'obscurité de la nuit l'entoure, il ressent une vague de puissance le traverser. Il est prêt à poursuivre sa vengeance. Ses pouvoirs sont de retour, et le village de Kotoyama n'est pas prêt pour ce qui va arriver. Avec le crabe magique désormais entre ses mains, Azonzo Likili se sent de nouveau invincible. Ses pouvoirs, autrefois diminués après la cérémonie de Kadi, sont désormais restaurés. Une vague de puissance étrange et palpitante le traverse chaque fois qu'il touche le crabe. C'est comme si un flux magique circulait en lui, insufflant la vie à sa sorcellerie et réveillant des forces qu'il n'avait pas utilisées depuis longtemps. C'est le moment qu'il attendait, celui qui marquerait le début de l'attaque finale contre les habitants du village de Kotoyama. Azonzo se retire une nouvelle fois dans la forêt, seul, loin des regards. L'obscurité de la nuit et les bruits des animaux sauvages créent une atmosphère mystique, parfaite pour un rituel aussi sacré et dangereux que celui qu'il prévoit. Il a besoin de concentrer toute son énergie pour invoquer les forces les plus sombres et les plus puissantes. Il sait que son attaque doit être à la fois subtile et dévastatrice. Chaque geste doit être parfait, chaque incantation exécutée avec précision. Un échec signifierait la fin de sa quête de vengeance. Dans un espace dégagé, au cœur de la forêt, Azonzo trace un cercle sur le sol avec une poussière d'herbe magique et des cendres de bois. Il murmure des mots envoûtants, des formules oubliées, des incantations qu'il a apprises à travers les âges, dans les lieux les plus reculés où la sorcellerie règne en maître. L'air autour de lui devient épais, lourd, comme si les forces élémentaires de la nature s'étaient suspendues dans l'attente de ce qui allait se produire. La lune, cachée derrière un voile de nuages, éclaire faiblement la scène, ajoutant à l'atmosphère surnaturelle qui règne dans la clairière. Le crabe, toujours dans ses mains, semble se nourrir de l'énergie du rituel. Azonzo le pose délicatement au centre du cercle tracé au sol. Il ferme les yeux, concentré, laissant ses pensées s'aligner sur l'énergie qui bouillonne autour de lui. Il se souvient de tout, de l'humiliation, de la cérémonie de Kadi, du moment où il a été contraint de vomir son crabe, de la douleur de la trahison. Il laisse ses souvenirs l'envahir, les transformant en rage pure. Puis, dans un souffle, il lance l'incantation finale, un mot ancien,
une formule capable d'éveiller des malédictions d'une intensité inouïe. Le crabe réagit immédiatement. Ses pinces s'agitent, ses yeux brillent d'une lueur surnaturelle, et une onde de magie noire émane de lui, se répandant comme une vague invisible à travers le sol et l'air, à la recherche de ceux qui ont osé l'humilier. Le rituel est une réussite totale. Azonzo, ressenti comme libéré de toutes ses chaînes, sourit avec satisfaction. Il est maintenant prêt à attaquer. Ses premiers cibles sont les notables du village, ceux qui l'ont accusé et condamné. Il n'y a pas de place pour l'hésitation, il ne fait qu'un avec sa magie, et sa vengeance est désormais inévitable. Quelques heures plus tard, alors que le village est plongé dans le sommeil, Azonzo s'élance dans l'obscurité, utilisant son pouvoir pour se rendre invisible aux yeux des villageois. Il se glisse à travers les ruelles sombres, se dirigeant vers la première maison, celle de Molosol. Le notable, qui l'avait aidé en échange du pouvoir, est désormais devenu une cible. Azonzo sait que Molosol, aveuglé par la soif de pouvoir, ne s'attend pas à une telle vengeance, mais il doit en faire un exemple. D'un geste furtif, Azonzo lance un premier sort. Un cri étouffé retentit dans la nuit. Molosol, qui dort profondément dans son lit, se réveille en sursaut, suffocant. Il tente d'ouvrir la bouche, mais aucun son ne sort. L'air autour de lui devient épais, lourd, comme un poison invisible qui l'étouffe. Ses yeux s'écarquillent de terreur alors qu'il se rend compte qu'il est piégé dans un sort de paralysie. Il est totalement impuissant. Le crabe, dont la magie a été réactivée, s'agite à nouveau, semblant répondre à l'appel d'Azonzo. Molosol, pris dans la tourmente de la sorcellerie, se débat dans son lit, mais ses efforts sont vains. Finalement, Azonzo, en maître de la situation, approche lentement de lui, le regard rempli de froide détermination. Il murmure quelques mots, et un frisson parcourut le corps du notable, qui se fige sur place. « Tu voulais du pouvoir, Molosol, dit Azonzo dans un souffle. Tu l'as obtenu, mais à quel prix ?» Azonzo s'éloigne lentement, et d'un dernier geste de sorcellerie, il lance une malédiction qui transforme la vie de Molosol en un cauchemar perpétuel. Il le condamne à une existence où la peur et la souffrance seront ses compagnons éternels. Molosol, dans un ultime cri de terreur, disparaît dans l'obscurité de la nuit, victime de sa propre cupidité. Le sorcier ne s'arrête pas là. Il se dirige vers les autres maisons des notables, lançant à chaque fois de puissantes malédictions. À chaque fois, ses attaques sont d'une précision millimétrée. Ceux qui ont joué un rôle dans sa condamnation subissent la même fate, chacun d'entre eux étant frappé à des heures différentes, de manière à ce que la terreur s'installe dans les cœurs des villageois un par un. Les malédictions lancées par Azonzo ne se contentent pas de nuire à la santé ou à la fortune des villageois. Elles provoquent des accidents, des maladies soudaines et des pertes inexplicables. Un notable meurt mystérieusement dans un accident de voiture, une autre victime s'effondre sans raison apparente, et une vieille femme tombe dans un ravin alors qu'elle marchait simplement sur le sentier. Dans l'ombre, Azonzo s'assure que sa vengeance est complète. Il se nourrit de la terreur qu'il provoque, de la peur qu'il instille dans chaque âme qu'il touche. Il est devenu plus qu'un simple sorcier, il est une incarnation de la malédiction elle-même, une force de destruction incontrôlable. Mais la cerise sur le gâteau est la dernière partie de son rituel, la malédiction ultime. Un souffle de vent lourd emporte les murmures de sa voix, et à partir de ce moment, personne dans le village ne peut échapper à la justice d'Azonzo. Le village de Kotoyama, autrefois paisible, est désormais plongé dans un chaos total. Le pouvoir d'Azonzo, renforcé par le crabe magique, est de retour. Sa vengeance est presque complète, mais il sait que l'histoire du village ne fait que commencer. Le village de Kotoyama, désormais plongé dans le chaos des malédictions et des attaques d'Azonzo, se retrouve à un tournant décisif. Après avoir observé les premiers signes de destruction, les villageois réalisent qu'ils sont face à une menace qu'ils ne peuvent plus ignorer. La peur s'est installée à chaque coin de rue, dans chaque maison,
et les rumeurs de la sorcellerie d'Azonzo se propagent rapidement. Ceux qui sont restés indifférents aux accusations de sorcellerie, ceux qui avaient cru que tout était terminé après la cérémonie de Kadi, voient maintenant les conséquences de leur négligence. L'angoisse est palpable, et l'impuissance des villageois s'accentue. Le village, autrefois symbole de tranquillité, est désormais défiguré par la terreur. Les notables, dévastés et terrifiés, se rendent compte que la seule manière d'arrêter Azonzo est de faire appel à un pouvoir plus grand, un pouvoir qui pourrait les sauver de la malédiction. En désespoir de cause, ils se tournent vers le magicien Miganto, un homme réputé pour ses capacités à maîtriser les forces occultes, à repousser les puissances surnaturelles et à ramener l'équilibre lorsqu'il semble impossible de trouver une solution. Masashi Yema, le chef du village, réunit les derniers notables restants et les anciens dans une salle secrète, loin des oreilles des villageois. Leurs visages sont marqués par la peur. Ils savent que s'ils échouent à trouver une solution, toute la communauté de Kotoyama sera anéantie. Ils décident d'envoyer un messager chercher Miganto, dans l'espoir que sa magie ancienne pourra combattre la sorcellerie d'Azonzo. Mais ils savent aussi que ce n'est pas une tâche facile. La magie d'Azonzo est puissante et implacable. Si Miganto échoue, tout sera perdu. Dans la forêt, Azonzo, dont la vengeance continue de frapper sans relâche, commence à sentir un changement. La magie qui l'entoure est toujours aussi intense, mais quelque chose dans l'air lui semble étrange. L'odeur de la forêt, l'atmosphère qui l'entoure, semble peser davantage. Il a l'impression que ses pouvoirs, bien qu'ayant retrouvé leur pleine force, sont sur le point de rencontrer une résistance. Il commence à se méfier. Le magicien Miganto, préparé à affronter des forces aussi puissantes que celles d'Azonzo, arrive finalement au village. Il n'est pas du genre à se laisser impressionner facilement, mais il sait que ce qu'il s'apprête à affronter dépasse de loin les menaces ordinaires. Les villageois, dans un état d'urgence totale, l'accueillent avec une révérence mêlée de terreur. Ils lui expliquent tout, les malédictions, les attaques, la souffrance des innocents. Miganto comprend rapidement l'ampleur du mal auquel il doit faire face. Il sait que la magie noire d'Azonzo est fondée sur des pactes anciens, des accords avec des puissances surnaturelles que seuls les magiciens les plus expérimentés peuvent comprendre. Il se retire dans une petite hutte au centre du village et commence son propre rituel. Il utilise des herbes rares, des pierres précieuses et des artefacts anciens qu'il a soigneusement choisis pour l'affrontement. Le magicien récite des incantations en une langue oubliée, et les éléments autour de lui semblent répondre, la terre tremble légèrement, l'air devient plus lourd. Miganto se concentre profondément, son esprit se connectant aux forces invisibles qui régissent le monde spirituel. Azonzo, dans la forêt, ressent la perturbation. Ses pouvoirs sont affectés, comme si une force extérieure commençait à interférer avec son propre flux magique. Il tourne la tête brusquement, percevant la présence de Miganto. Un sourire sombre se dessine sur son visage. Il sait qu'il doit éliminer ce magicien avant qu'il ne devienne un véritable obstacle. Azonzo ne peut pas permettre que quelqu'un mette fin à son règne de terreur. Il se concentre et commence à concentrer toute son énergie pour un dernier assaut. Ce qu'Azonzo ignore, cependant, c'est que le magicien Miganto a déjà anticipé sa réaction. Lorsqu'Azonzo s'avance pour l'attaquer, il est accueilli par une puissante barrière magique, un bouclier invisible formé de puissantes incantations. Le sorcier, frappé par la force de l'énergie opposée à la sienne, est repoussé violemment. Il tombe à genoux, pris au piège dans une force qu'il n'avait pas anticipée. La magie de Miganto est plus ancienne, plus pure, et beaucoup plus difficile à contrôler que celle d'Azonzo. Azonzo tente de briser le bouclier, mais plus il lutte, plus il se sent épuisé. Ses propres forces commencent à se retourner contre lui, comme si la sorcellerie qu'il avait utilisée pour semer la peur dans le village était maintenant utilisée contre lui. Il voit son pouvoir s'effondrer petit à petit, et dans un dernier acte désespéré, il tente d'invoquer toute la puissance de son crabe magique pour se libérer.
Mais la magie de Miganto est trop forte. Le crabe, autrefois l'emblème de son pouvoir, semble réagir étrangement, comme s'il était en train de se retourner contre son maître. Miganto, concentré dans son rituel, voit que le moment est venu. Il murmure les dernières paroles de son incantation, et une lumière intense entoure Azonzo. La lumière est si forte qu'elle semble brûler la magie noire qui enveloppe le sorcier. Azonzo hurle, pris de douleur, alors que la lumière se concentre sur lui. Son corps se tend, ses forces le quittent peu à peu. La magie qu'il a utilisée pour terroriser le village se retourne contre lui, et dans un ultime éclat de lumière, il s'effondre au sol, son corps inerte, son âme piégée dans le vide. Le silence tombe. L'atmosphère s'allège. Les villageois, qui avaient assisté à cette scène avec une terreur mêlée d'espoir, commencent à réaliser que la menace d'Azonzo est enfin terminée. Ils se précipitent vers le magicien, qui, épuisé mais victorieux, se redresse et leur fait signe de rester éloignés. Le pouvoir d'Azonzo est désormais dissipé, et la paix revient dans le village de Kotoyama. Cependant, la victoire a un prix. Le village est profondément marqué par les événements, et la peur laissée par la sorcellerie d'Azonzo ne s'effacera pas de sitôt. Les habitants savent qu'ils ont échappé de peu à l'anéantissement total, et ils n'oublieront jamais les horreurs que ce sorcier a infligées. Azonzo, l'homme qui a voulu se venger de ceux qui l'ont humilié, est désormais un souvenir macabre. Son nom est chuchoté dans les coins sombres du village, une légende de terreur qui, bien qu'éteinte, restera gravée dans les mémoires pour les générations à venir. Alors que le village de Kotoyama semble respirer un moment de paix, une paix fragile et incertaine, quelque chose d'inattendu se produit. La lumière qui a englouti Azonzo lors de la confrontation finale ne l'a pas complètement détruit, comme tout le monde l'avait cru. Il y a un souffle d'air, un frisson, un léger mouvement dans l'ombre des arbres. Les villageois, bien que soulagés par la disparition apparente du sorcier, ne se doutent pas qu'Azonzo, dans un ultime souffle de sorcellerie, a échappé à sa propre fin. Le sorcier n'a pas été anéanti comme le croyait le magicien Miganto. Ce dernier, dans sa victoire, n'avait pas pris en compte l'une des plus grandes lois de la sorcellerie noire, les sorts de destruction qui impliquent un sacrifice comme celui que Miganto avait lancé peuvent parfois malmener les âmes. L'âme d'Azonzo n'a pas été détruite, elle s'est fragmentée dans les ténèbres, cherchant un moyen de se réincarner. Alors que tout semblait terminé, l'âme d'Azonzo trouve un dernier répit dans la forêt, dans l'obscurité, loin du regard de ceux qui l'ont fait tomber. Dans cette section, l'accent est mis sur la résurrection d'Azonzo, non pas de manière physique, mais à travers une transformation mystique. En fait, le pouvoir qu'il avait accumulé tout au long de sa vie de sorcier n'était pas tout à fait dissipé par la lumière de la magie de Miganto. Bien que le sorcier ait perdu sa forme humaine, il existe désormais sous une autre forme, une entité floue, une présence qui erre à la périphérie du village. Il n'est plus qu'une ombre, une idée, une pensée malfaisante qui s'infiltre lentement dans les recoins du monde. Dans la forêt, Azonzo cherche un moyen de regagner sa forme et de se venger une dernière fois. Il n'a pas oublié l'humiliation qu'il a subie, ni les vies qu'il a perdues. La sorcellerie noire a de nouvelles règles maintenant. La vengeance peut prendre d'autres formes, plus insidieuses, plus subtiles. Au village, les gens commencent à sentir une perturbation dans l'air. Bien qu'ils soient heureux que les malédictions et les malheurs aient cessé, un malaise commence à s'installer. Les anciens parlent de pressentiments, de rêves étranges et de bruits qui semblent se multiplier la nuit. Le vent porte des murmures qui ne semblent pas appartenir à ce monde. Certains se demandent si Azonzo n'a pas laissé une partie de son pouvoir derrière lui. La peur, bien que diminuée, ne disparaît jamais complètement. Le village reste sur le qui-vive, avec l'inquiétude persistante que quelque chose d'invisible, quelque chose d'intrigant et de dangereux, pourrait ressurgir à tout moment. Azonzo, dans sa nouvelle forme spectrale, se glisse furtivement à travers les ombres, cherchant à renouer le contact avec ses pouvoirs perdus. Il s'épanouit dans l'obscurité, où les lois de la magie sont plus malléables,
et où il peut encore manipuler les âmes des vivants. L'essence de la sorcellerie qu'il a tant maîtrisée commence à se reformer autour de lui. Peu à peu, il réveille des fragments de la magie noire qu'il a laissés derrière lui, les malédictions qu'il avait lancées, les esprits qu'il avait contrôlés, et la terreur qu'il avait semée parmi les villageois. Tout cela renaît lentement, comme un poison qui se faufile dans les veines du monde. Les villageois commencent à ressentir les effets de cette réanimation. Un jour, certains d'entre eux sont frappés par des malaises inexplicables. Des maladies étranges commencent à se propager parmi les plus vulnérables, des fièvres, des hallucinations, et des épuisements soudains qui laissent tout le monde dans l'incertitude. C'est la première manifestation du retour d'Azonzo. Ses pouvoirs, bien que dispersés, agissent à travers la terre et l'air, à travers les esprits et les malédictions non dissoutes. Le village se rend vite compte que même si la forme d'Azonzo a disparu, sa magie réside toujours dans l'âme du village. Il n'a pas été véritablement vaincu. Un soir, alors que l'air devient soudainement lourd et lourd de présages, une silhouette solitaire apparaît à la lisière de la forêt. C'est le chef Masashi Yema, qui, sur les conseils des anciens, est venu chercher une dernière fois la vérité. Il marche dans la forêt, résolu à mettre un terme à cette terreur persistante, décidé à affronter ce qu'il croit être les restes d'Azonzo, une sorte de spectre vengeur. Masashi Yema, avec ses prières et son courage, pénètre plus profondément dans les bois sombres. Il murmure des mots anciens, des formules magiques qu'il espère avoir apprises en temps voulu. Il sait que seul un acte de pure magie ancienne peut détruire définitivement ce qui reste d'Azonzo. Mais plus il avance dans la forêt, plus il sent qu'il se rapproche d'une présence étrange et maléfique. L'atmosphère devient suffocante, les bruits de la forêt s'estompent. Soudain, il entend un murmure. « Tu es venu, Masashi, dit une voix, mais ce n'est pas celle d'Azonzo. C'est une voix déformée, un écho de ce qu'il était autrefois. Penses-tu vraiment que tu peux m'arrêter ? Masashi Yema se fige, son cœur battant fort dans sa poitrine. Azonzo, murmure-t-il dans l'obscurité, je croyais que tu étais fini. Un rire sinistre résonne à travers la forêt, mais ce n'est pas un rire humain. C'est un son effrayant, une manifestation des ténèbres elles-mêmes. Les arbres semblent se tordre autour de lui, comme si la nature elle-même se rebellait. Masashi Yema, pris de terreur, se rend compte que l'entité qu'il poursuit n'est plus Azonzo sous sa forme physique. Il est devenu une créature d'ombre et de magie noire, et il ne peut être détruit par des méthodes humaines. Dans un dernier acte désespéré, Masashi Yema lance sa prière la plus forte, une incantation qu'il a apprise dans ses rêves. Une lumière brillante jaillit de ses mains, frappant l'obscurité autour de lui. La forêt tremble. Azonzo hurle de douleur, mais il sait qu'il ne peut pas échapper à cette lumière. Le sorcier, dans un dernier éclat de rage, se dissipe dans les airs, son essence tourbillonnant dans un vortex de magie noire. Masashi Yema s'effondre au sol, épuisé, sachant que ce qu'il a fait a peut-être détruit Azonzo pour de bon, mais à un coût terrible. Le village de Kotoyama, bien que désormais débarrassé de la menace immédiate, ne sera plus jamais le même. Les souvenirs de la terreur, du sorcier qui a voulu les anéantir, resteront à jamais gravés dans les cœurs et les esprits des habitants.